Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous poursuivons aujourd'hui notre aventure avec René Descartes et nous débutons avec la deuxième méditation métaphysique. Alors, la deuxième méditation métaphysique poursuit le travail effectué lors de la première. Tout le monde a bien saisi que la première méditation consiste à douter de tout. Et pour le cours d'aujourd'hui, concernant la deuxième méditation, vous verrez qu'il y aura plus de lecture. Je vais donner la parole davantage à Descartes et je vais opérer une synthèse à la fin pour qu'on puisse bien comprendre les acquis de cette deuxième dissertation. Alors, nous allons débuter tout de suite avec la lecture du texte tel que se présente lorsqu'on commence la deuxième méditation. Alors, la deuxième méditation, si on regarde tout de suite le titre, le sous-titre plutôt, de la nature de l'esprit humain et qu'il est plus aisé à connaître que le corps, excusez-moi. Alors, ce que dit Descartes ici, c'est tout simplement que on va aborder en quoi consiste l'esprit humain et on va comprendre que c'est plus facile de comprendre en quoi consiste l'esprit humain que de comprendre en quoi consiste le corps. Alors ça, c'est quelque chose quand même d'assez majeur. Et cette deuxième méditation va nous permettre de saisir donc ce qui fait le propre de l'être humain. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis un homme exactement? Quelle est la nature des hommes en tant qu'ils sont rationnels? C'est quoi leur particularité par rapport à toutes les autres choses qui existent? Et bien sûr, là où nous en sommes actuellement, lorsque l'on suit la première méditation, nous ne savons plus véritablement s'il existe réellement, bien sûr, d'autres choses. Nous pouvons penser, avec les doutes que nous avons opérés, que tout ce que l'on connaît est le fruit de notre propre imaginaire. Alors, commençons la lecture. La méditation que je fis hier m'a rempli l'esprit de tant de doutes qu'il n'est plus désormais en ma puissance de les oublier. Et cependant, je ne vois pas de quelle façon je les pourrais résoudre. Et comme si tout à coup j'étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Encore une belle métaphore de Descartes. Je suis, après cette première méditation, dans une eau très profonde. Et on peut symboliquement bien saisir en quoi ça consiste. Quand on est dans le fond de l'eau, on imagine qu'on est deep, creux dans le fond de l'eau, on ne voit rien. Il fait noir. Et en fait, imaginez que vous tournez, puis imaginez qu'il n'y a plus de gravité, vous ne pouvez plus savoir si vous descendez ou si vous montez. Et c'est d'ailleurs une expérience que connaissent les plongeurs qui vont en profondeur dans des lieux très obscurs. Ils nous disent parfois que c'est très dangereux parce qu'on ne sait même plus si on est en train véritablement de monter ou descendre. Donc on n'a plus de sens de direction précis. Alors il écrit Descartes, je m'efforcerai néanmoins et suivrai de rechef la même voie où j'étais entré hier, en m'éloignant de tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, tout de même que si je connaissais que cela fût absolument faux, et je continuerai toujours dans ce chemin jusqu'à ce que j'aie rencontré quelque chose de certain, ou du moins, si je ne puis autre chose, jusqu'à ce que j'aie appris certainement qu'il n'y a rien au monde de certain. Vous voyez, donc il dit, je vais continuer à douter, je vais m'enfoncer encore le plus loin que je peux, puis dans le pire des cas, j'arriverai dans le fond à cette connaissance qu'il n'y a rien au monde de certain et que je ne peux pas acquérir aucune vérité. Archimède, pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, ne demandait rien qu'un point qui fût fixe et assuré. Alors Archimède, c'est pas important de connaître véritablement c'est qui, c'est un architecte grec très brillant, et il disait, c'est lui qui a inventé le levier. Okay. Et il disait, si vous me donnez un point très fixe dans l'espace, okay, je pourrais soulever le globe terrestre avec un levier. Il me suffit juste d'avoir le bon endroit, le bon point pour être capable
de soulever la terre. C'est une métaphore, encore une fois, ici. Hein, il dit, moi aussi, ce que je cherche, dans le fond, c'est juste une chose, juste une connaissance m'assurant une certitude. Ainsi, j'aurai droit de concevoir de hautes espérances si je suis assez heureux pour trouver seulement une chose qui soit certaine et indubitable. Indubitable, je le répète, je le rappelle, ça signifie ce dont on ne peut douter. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses. Je me persuade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente. Je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu'est-ce donc qui pourra être estimé véritable? Peut-être rien autre chose, sinon qu'il n'y a rien au monde de certain. Vous voyez, donc il ne fait ici que répéter ce qu'il a acquis avec la première méditation. Okay? Je suis même plus certain si j'ai véritablement un corps. Quand il dit ici, je crois que les corps, la figure, l'étendue ne sont que des fictions de mon esprit, ça signifie tout simplement que tous les objets, toutes les choses que je peux concevoir, elles sont étendues dans l'espace. Que je pense à la licorne, à mon frère, à ma mère, à la voiture, peu importe. Peut-être que tout ça, ce n'est que le fruit de mon imaginaire. Mais que sais-je s'il n'y a point quelques autres choses différentes de celles que je viens de juger incertaines, de laquelle on ne puisse avoir le moindre doute? N'y a-t-il point quelque Dieu ou quelques autres puissances qui me met en l'esprit ces pensées? Cela n'est pas nécessaire, car peut-être que je suis capable de les produire de moi-même. Vous voyez, ici, il soulève l'idée que peut-être qu'il existerait quelque chose ou quelqu'un d'autre qui mettrait dans sa tête les idées qu'il est en train d'avoir. Et que cette chose, qu'il appelle ici Dieu, peut-être que cette chose, elle est bel et bien réelle. Mais il dit tout de suite, non, c'est pas véritablement nécessaire, parce que peut-être que par moi-même, sans que je comprenne pourquoi, exactement comme lorsqu'on rêve, on ne comprend pas très bien comment fonctionnent les rêves, peut-être que je suis en train de produire tout cela par moi-même, sans aucune aide extérieure. J'en sais rien. Okay? Et regardez bien ce qu'il va faire ici. Moi, donc, à tout le moins, ne suis-je pas quelque chose? Mais j'ai déjà nié que j'euse aucun sens ni aucun corps. J'hésite néanmoins, car que s'ensuit-il de là? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans eux? Grande question philosophique. En fond, est-ce que je suis seulement un corps? Et est-ce que je suis seulement un corps sensible? C'est une question. Est-ce qu'on est autre chose qu'un corps? Et il dit ici, je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point? Vous voyez ici, ce qui est intéressant, il dit, si on considère que nous sommes qu'un corps, et que les corps sont peut-être des fictions engendrées par notre esprit, est-ce que ça signifie dans le fond que je suis rien du tout? Et là, il va dire, non, certes, j'étais sans doute si je me suis persuadé ou seulement si j'ai pensé quelque chose. Du simple fait que je pense, je dois bien être quelque chose. C'est pas rien. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Et il rappelle l'argument du malin génie. Et regardez ce qu'il va faire ici. Il n'y a donc point de doute que je suis s'il me trompe. Et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose. Ah voilà, on commence à rentrer exactement dans la première vérité. S'il y a un malin génie qui me trompe sans cesse, ça signifie que je suis quelque chose, parce que si je n'étais rien, il ne pourrait pas me tromper. Donc je dois bien être quelque chose. Et là, Descartes, sortez le champagne, va arriver à la première vérité, de sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin, il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Ta-ta-ta! Et voilà, nous avons la première vérité indubitable, la première évidence cartésienne, je suis, j'existe. Il n'y a pas moyen de douter de cela.
je termine le paragraphe, mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, moi qui suis certain que je suis. De sorte que désormais, il faut que je prenne soigneusement garde de ne prendre pas imprudemment quelques autres choses pour moi, et ainsi de ne point me méprendre dans cette connaissance que je soutiens être plus certaine et plus évidente que toutes celles que j'ai eues auparavant. Descartes est certain qu'il est, qu'il existe. Vous voyez, hein? Être, exister sont ici des synonymes. Je suis, j'existe, c'est la même chose. Et on ne peut pas douter de cela. Alors, ce que Descartes va s'attacher à faire ici, c'est d'essayer de peaufiner cette première évidence, de mieux la qualifier. Et vous allez voir, il va toujours revenir à cette première évidence parce qu'il va se rendre compte qu'à partir du moment où on essaie de donner d'autres qualificatifs à qui l'on est, qu'on rentre dans une série de questions très difficiles et douteuses. Et donc, ça va toujours le rapporter à sa première évidence. Alors, plus loin, dans la deuxième méditation, il dit « Qu'est-ce donc que j'ai cru être ci-devant? Sans difficulté, j'ai pensé que j'étais un homme. » Comme vous pensez certainement que vous êtes des hommes. Et c'est comme ça qu'on s'appelle, nous sommes des homo sapiens, nous sommes des hommes intelligents, c'est ce que ça signifie, sapiens. Okay? Mais qu'est-ce qu'un homme? Ça, c'est une grande question. Et ici, il dit, Descartes, dirais-je que c'est un animal raisonnable? Parce que c'est exactement, dans le fond, la définition d'un homo sapiens en biologie. Sapiens, ça signifie, je répète, intelligent. Mais voyez, c'est une définition qui relève d'une très longue tradition. Bien sûr, dans l'Antiquité grecque, on ne concevait pas l'évolution des espèces. Ça apparaît avec Charles Darwin au 19e siècle. Mais c'est pas grave. On comprenait que l'homme était un animal, comme les autres animaux, mais qu'il avait une particularité, celle d'être rationnel. Et c'est la définition d'Aristote. L'homme est un animal rationnel ou raisonnable. Et Descartes ici dit, est-ce qu'Aristote a raison? Dirais-je que l'homme, c'est un animal raisonnable? Et il va dire ici, non, certes, car il faudrait par après rechercher ce que c'est qu'animal et ce que c'est que raisonnable. Parce que là, on peut se poser des questions, mais c'est quoi exactement un animal? Et je vous dis, c'est vraiment pas évident à définir. Et c'est quoi exactement être rationnel ou raisonnable? Et on risque de s'enfoncer dans un grand nombre de considérations douteuses. Et regardez ce qu'il dit, « Et ainsi, d'une seule question, nous tomberions insensiblement en une infinité d'autres questions plus difficiles et embarrassées. Mais moi, qui suis-je, maintenant que je suppose qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement puissant et, si j'ose dire, malicieux et rusé, qui emploie toutes ses forces et toute son industrie à me tromper? » Il repose encore la même question. « Et je trouve ici que la pensée est un attribut qui m'appartient. Elle seule ne peut être détachée de moi. Je suis, j'existe, cela est certain, mais combien de temps? À savoir, autant de temps que je pense, car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais en même temps d'être ou d'exister. Maybe. Okay? Si j'arrête de penser, je ne pourrais pas penser que je suis, je ne pourrais pas penser je suis, j'existe, et peut-être que là, je ne serais plus. C'est peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je n'admets maintenant rien qui ne soit nécessairement vrai. Je ne suis donc, précisément parlant, qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison, qui sont des termes dont la signification m'était auparavant inconnue. Or, je suis une chose vraie et vraiment existante, mais quelle chose? Je l'ai dit, une chose qui pense. Vous voyez, Descartes dit donc ici, je suis, j'existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis, je pense. Je suis une chose qui pense. Vous avez sans doute déjà entendu la fameuse citation, je pense, donc je suis. Descartes va la formuler plus loin, c'est exactement ça. Okay? Être, exister, c'est être une chose qui pense. Et Descartes nous dit, lorsqu'on parle d'esprit, d'entendement ou de raison, ça signifie exactement la même chose. Okay? C'est quoi un être rationnel? C'est un être qui a la faculté de penser. C'est une chose qui pense. C'est quoi un esprit? C'est une chose qui pense. Voilà. Okay? Et vous voyez, je pense donc que je suis, c'est une évidence, parce qu'au moment où je doute, je suis nécessairement en train de penser.
Et je ne peux pas douter que je doute. Autrement dit, je ne peux pas douter que je pense au moment où je pense. Je rentre dans un cercle et c'est en quelque sorte le serpent qui se mord la queue. Okay? Mais non, essayez-vous de douter que vous êtes en train de penser. Ben, vous voyez que ça ne marche pas parce que vous devez penser pour faire cette opération et donc vous ne pouvez pas douter que vous êtes en train de penser au moment même où vous êtes en train de douter ou penser. Et ça, c'est encore une fois la première évidence. Vous voulez savoir c'est quoi vous êtes? Exactement, vous êtes une chose qui pense. Vous avez compris l'essentiel, c'est ce qui importe. Je vais juste lire ce passage ici, ça nous permet juste de peaufiner la recherche de Descartes. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre, tout est dit dans le passage. Il dit, mais qu'est-ce donc que je suis? Et il cherche encore un petit peu à mieux définir qui nous sommes. Il dit, une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Certes, ce n'est pas peu si toutes ces choses appartiennent à ma nature, mais pourquoi n'y appartiendraient-elles pas? Ne suis-je pas encore ce même qui doute presque de tout, qui néanmoins entend et conçoit certaines choses, qui assure et affirme celle-là seule être véritable, qui nie toutes les autres, qui veut et désire en connaître davantage, qui ne veut pas être trompé, qui imagine beaucoup de choses, même quelquefois en dépit que j'en ai, et qui en sent aussi beaucoup, comme par l'entremise des organes du corps? Y a-t-il rien de tout cela qui ne soit aussi véritable qu'il est certain que je suis et que j'existe? Quand même je dormirais toujours, et que celui qui m'a donné l'aide se servirait de toutes ses forces pour m'abuser? Même si, en ce que dit Descartes, même si je dors, même si tout est illusoire, même s'il y a un malin génie qui me trompe, il reste que c'est moi qui doute, c'est moi qui sens, c'est moi qui entends, c'est moi qui crois, c'est moi qui veux, c'est moi, etc. Okay? Donc, y a-t-il aussi aucun de ces attributs qui puisse être distingué de ma pensée, ou qu'on puisse dire être séparé de moi-même? Car il est de soi si évident que c'est moi qui doute, qui entend et qui désire qu'il n'ait pas ici besoin de rien ajouter pour l'expliquer. Et j'ai aussi certainement la puissance d'imaginer, car encore qu'il puisse arriver, comme j'ai supposé auparavant, que les choses que j'imagine ne soient pas vraies, néanmoins, cette puissance d'imaginer ne laisse pas d'être réellement en moi et fait partie de ma pensée. Petite considération très importante. Penser, imaginer, c'est pareil. Si vous imaginez quelque chose, nécessairement vous pensez. Maintenant, ce que vous imaginez, peut-être que c'est une illusion, peut-être que c'est pas vrai. Mais ça ne change rien. La chose que vous imaginez n'est peut-être pas vraie, mais le fait que vous imaginez cette chose, ça, c'est vrai. Okay? Le fait que vous pensez à cette chose, ça, c'est vrai. Enfin, je suis le même qui sent, c'est-à-dire qui reçoit et connaît les choses comme par les organes des sens, puisqu'en effet, je vois la lumière, j'ouïs le bruit, je ressens la chaleur, mais l'on me dira que ces apparences sont fausses et que je dors. Hein? Ta lumière, elle n'est pas vraie, la chaleur, elle n'est pas vraie, le tableau n'est pas véritablement vert, blablabla. Qu'il en soit ainsi, répond Descartes. Toutefois, à tout le moins, il est très certain qu'il me semble que je vois, que j'ouïs et que je m'échauffe. Et c'est proprement ce qui en moi s'appelle sentir, et cela, pris ainsi précisément, n'est rien d'autre chose que penser. Okay? Sentir, c'est penser. Si je sens, j'ai la main sur ma jambe actuellement, quand je sens cela, j'en ai conscience, je pense par le fait même. Sentir, c'est aussi penser. Imaginer, c'est penser. Douter, c'est penser. Bon, je pense que vous avez très bien compris, OK? D'où je commence à connaître quel je suis avec un peu plus de lumière et de distinction que ci-devant. OK, voilà. Donc, ce petit tableau est tout simplement pour illustrer ce qui vient d'être dit. Quand vous dites « je doute », quand je vous dis « je conçois », j'affirme, je nie, je veux, j'imagine, je sens, j'entends, je vois, whatever. Vous voyez, tout ça pour Descartes, ce sont des synonymes du fait que vous pensez. Alors pour terminer ce volet sur la première évidence de Descartes, Descartes va introduire une chose très importante, assez exceptionnelle, une chose qui va être critiquée fortement par la suite, et qui va aussi être reprise avec enthousiasme par d'autres.
Vous déciderez par vous-même si vous y croyez ou non, ça ne me regarde pas. Mais Descartes va établir qu'il existe une véritable distinction entre ce qu'on appelle l'âme et le corps, entre la chose qui pense et la chose corporelle, c'est-à-dire la chose qui occupe un espace. La grande distinction repose exactement sur ce, c'est-à-dire que le corps, pour Descartes, c'est quelque chose qui occupe un espace. C'est ce que Descartes a appelé une chose étendue. Okay? Et l'âme, elle, n'occupe pas d'espace, n'est pas étendue. Vous voyez la distinction entre les deux? Donc d'un côté le corps, d'un côté l'âme ou l'esprit. Alors je lis. Et partant de cela même que je connais avec certitude que j'existe, et que cependant je ne remarque point qu'il appartienne nécessairement aucune autre chose à ma nature ou à mon essence, sinon que je suis une chose qui pense, je conclus fort bien que mon essence consiste en cela seul que je suis une chose qui pense, ou une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser. Ne vous fourvoyez pas avec les termes ici. Ma nature, mon essence, dans le fond, ce que ça signifie, tout simplement, c'est ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis une chose qui pense. Parfait. Et Descartes dit, pour l'instant, avec mes méditations, je vois bien qu'il n'y a rien d'autre que cela qui définit qui je suis. Je n'ai rien à ajouter. Et il introduit donc la considération dont je vous parlais. Et quoique peut-être j'ai un corps auquel je suis très étroitement conjoint. Plus tard dans les méditations, Descartes va montrer que les corps existent réellement. Mais au stade où nous en sommes, non. Alors, néanmoins, parce que d'un côté, j'ai une claire et distincte idée de moi-même en tant que je suis seulement une chose qui pense et non étendue, donc qui n'occupe pas un espace, et que d'une autre, j'ai une idée distincte du corps, en tant qu'il est seulement une chose étendue et qui ne pense point, le corps ne pense pas, il n'y a pas d'esprit, si vous voulez, dans le corps, il est certain que ce moi, c'est-à-dire mon âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement et véritablement distincte de mon corps, et qu'elle peut être ou exister sans lui. Wow! OK. Lorsque vous serez sur votre lit de mort, désolé pour le scénario un peu négatif, mais ça va vous arriver un jour. Si ça n'arrive pas trop vite, si vous pouvez vous en rendre compte, ben vous pourrez penser à ça. Vous dire, est-ce que je vais survivre à la mort physique de mon corps? Il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui croient qu'il existe autre chose que le corps à proprement dit et qu'il y a quelque chose justement comme l'âme. Mais ce que Descartes est en train de faire ici, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'il dit, moi je vais essayer d'établir ça, mais pas avec des croyances, pas en me reposant sur une religion XY, par une recherche rationnelle que je fais en moi-même, par moi-même, sans aucun autre intermédiaire. Or, en utilisant la méthode du doute, depuis le début de la première méditation, nous arrivons ici à montrer de façon rationnelle qu'il y a une distinction entre le corps et l'esprit et que l'esprit peut survivre ou exister sans le corps. Quand même, c'est assez fort. Moi, je vous laisse, bien sûr, réfléchir à cela et je vous laisse croire ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas de vous dire ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai dans l'absolu. Je vous montre ici une démarche rationnelle tentant de démontrer que cette croyance est justifiée. Et donc, nous terminons tout simplement avec ce PowerPoint qui opère la synthèse de cette deuxième méditation. Je suis, j'existe. C'est la même chose qu'une chose qui pense. C'est la même chose qu'une substance pensante. C'est la même chose que ce que l'on nomme l'âme, la raison, l'esprit. Ce sont tous des synonymes. C'est la même chose. Et cette âme, elle est distincte, d'où l'idée des deux flèches qui s'opposent, du corps. Le corps, lui, sa nature, ou ce qu'il est en vérité, c'est tout simplement d'être une chose étendue. Tous les corps sont des choses étendues, qu'il s'agisse de votre automobile ou de votre corps à proprement dit. Et les corps ne pensent pas. Ils sont d'une autre nature que l'âme. Et voilà, c'en est terminé avec la deuxième méditation.